Alors ça, c'est la révolte des villes, on l'a bien compris. Donc avec vous, Alain Croix, c'est cette fameuse révolte qu'on appelle révolte du papier timbré, une révolte contre ces taxes et donc contre la centralité de l'État, pourrait-on imaginer, et contre le régime donc de Louis XIV. Mais qu'en est-il de cette révolte à laquelle on fait référence tout le temps dans l'actualité ces temps-ci, c'est-à-dire la révolte des bonnets rouges, qui n'est pas une révolte urbaine, mais une révolte rurale, Alain Croix? Alors oui, les bonnets rouges, c'est purement rural, c'est en gros le centre et le sud du Finistère actuel. Ça s'étend un petit peu dans l'actuel Morbihan et Côte-d'Armor, pour situer un peu les choses. Donc une révolte... On est en Basse-Bretagne. En Basse-Bretagne, comme on dit, voilà. Une révolte de paysans qui démarre vraiment à la campagne, et c'est une révolte, alors là, dans laquelle l'impôt va jouer un rôle, mais un rôle secondaire. C'est avant tout un ras-le-bol social, c'est-à-dire que les paysans s'en prennent à tout ce qui peut représenter la perception de droits, de taxes, etc. La première cible, ce sont leurs seigneurs. Seigneurs donc bretons bien entendu, plus largement tous ceux qui perçoivent, alors que ce soit les impôts seigneuriaux, que ce soit les impôts royaux, ils s'en prennent même au clergé, perçu comme un percepteur de dîmes, c'est l'impôt qui va au clergé, donc c'est ça, c'est-à-dire que ça n'a rien d'hostile spécifiquement au pouvoir royal, c'est un ras-le-bol devant l'écrasement par les charges. Même à l'époque, le gouverneur de Bretagne, gouverneur pour le roi, le dit bien, je cite de mémoire, les seigneurs, et il parle des paysans, les seigneurs les chargent beaucoup. Bon, je crois que c'est constaté à l'époque. À un moment, il dit aussi, la noblesse a traité fort rudement les paysans, ils s'en vengent présentement. Oui, c'est ça qui caractérise. Dans un article donc mis en ligne sur le site de l'Histoire par Joël Cornette il y a 2 ou 3 jours, il cite le recteur de Lampol Ploudalmézeau, un bourg du Léon, qui dénonce dans son registre les pratiques du seigneur de Port-Salle, monsieur de Sensé. Il a réduit la plupart de mes paroissiens à l'aumône par un édit de sa cour des salles, par lequel il s'est fait adjuger les droits sur un ruisseau nommé le Frou, qu'il prétend lui appartenir, et autant de chartés de lin vert ou cru qu'on y rend pour rouir, autant de sols pour lui, autrement un procès dans sa juridiction de salle où il n'est pas possible de trouver un procureur qui lui soit adverse. Et donc, il explique bien effectivement que c'est une révolte contre ce seigneur, en l'occurrence, et contre, j'ai cru lire justement dans cet article de Joël Cornette, ce qu'on appelle le domaine congéable. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, donc à la fin du XVIIe siècle, ce domaine congéable, Alain Croix? Alors, Joël Cornette a repris là un texte, effectivement, que j'ai publié il y a quelques années, et où j'évoque aussi, oui, le domaine congéable. On va dire en termes simples, c'est un mode de location de la terre très particulier à la Bretagne, mais qui crée un grand déséquilibre entre le propriétaire et celui qui exploite la terre, dans la mesure où il permet des ajustements constants, et donc il est très favorable à l'aggravation des charges imposées par les seigneurs à leurs exploitants. Voilà l'essentiel. C'est, disons, un outil technique qui facilite cette aggravation des charges que j'évoquais à l'instant, charges seigneuriales, et c'est là-dessus. C'est sur ce point-là que les paysans se mobilisent pour l'essentiel. Les premières attaques sont des attaques contre des châteaux de seigneurs. Oui, donc c'est une révolte que vous qualifieriez, vous, Alain Croix, d'une révolte sociale. On va pas dire de lutte des classes, mais en tout cas, ce sont les paysans qui s'attaquent à leurs seigneurs, et ça n'est pas comme ce qu'on raconte aujourd'hui, l'unité de la société bretonne, de l'identité bretonne contre la centralité parisienne. Ah, évidemment pas. C'est bien une histoire, entre guillemets, entre Bretons, les petits contre les grands. Pour être la plus directe, c'est évident, c'est 175. Les petits contre ceux qui les exploitent. Et dans un contexte, là encore, économique de crise, c'est nouveau en Bretagne après toute cette prospérité, évidemment, une exploitation aggravée qui est très mal vécue. Les seigneurs, au passage, souffrent aussi de ce retournement économique. Et c'est pour cela qu'ils essaient d'aggraver les charges, d'augmenter leurs droits et donc de peser plus lourdement sur les paysans de l'époque, les paysans bretons. Alors, venons-en avec vous, Alain Croix, aux usages, pourrait-on dire, de ces deux révoltes, révolte du papier timbré et révolte des bonnets rouges, dans les siècles qui ont suivi. C'est-à-dire, il y a, comme pour tout événement historique, des utilisations de ces événements historiques. Qu'en est-il été donc entre cette période de la fin du XVIIe siècle et notre époque ?
Ce que je voudrais juste ajouter, si vous le permettez, mais je vous en prie, c'est qu'il y a quand même chez ces bonnets rouges un point qui me semble essentiel. C'est une révolte au départ spontanée, mais qui s'organise. Ces bonnets rouges, par exemple, rédigent, qu'on appellera en 1788-89, des cahiers de doléances. Oui. On parle de code à l'époque. Ces bonnets rouges élisent dans chaque paroisse des députés. Et c'est un petit détail important, parce qu'il y a un texte qui nous explique, un des rares textes qu'on ait gardés de l'époque, que ces députés, il faudra les défrayer, bien sûr, et les équiper d'un bonnet et d'une chemise rouge. Voilà, le bonnet rouge, oui, on en parle dès 1675. D'où votre question, très juste sur la mémoire, mais la mémoire, elle est très faible. Ce qui est révélateur en Bretagne, il n'y a pas, par exemple, de chanson. On en a une, et postérieure, pendant 2 siècles, non, il y a vraiment très peu de choses. Ils se gardent un souvenir, on en a des traces, mais vraiment à côté d'autres événements, c'est quelque chose qui, au-delà, disons, de la génération qui a vécu la révolte, quelque chose qui s'oublie vraiment très largement et qui ne va quasiment réapparaître qu'au moment des années 1970. Alors avant, c'est vrai, il y a au XIXe siècle un historien breton très connu, La Borderie, qui fait une histoire des bonnets rouges, mais pour dénoncer ce qu'il appelle les révoltés, bien sûr, mais le communisme des révoltés. Ça fait bien sûr sourire aujourd'hui. Ou bien encore, et puis c'est le seul autre élément peut-être marquant, dans les années 30, plus précisément au moment du Front populaire en 1936, dans la mouvance communiste, cette fois-ci réellement communiste, la composition d'une complainte, d'une guerse en l'honneur des bonnets rouges, et qui sera d'ailleurs chantée dans quelques manifestations communistes en Bretagne ou en banlieue parisienne. Mais je vous le disais, l'émergence de la mémoire, c'est les années 70, et c'est pas un hasard. Bien sûr, il y a le tricentenaire, mais c'est l'occasion. C'est au moment du basculement vers une identité bretonne positive, dans une mouvance très largement de gauche, ce qui change par rapport à un nationalisme jusque-là ou un régionalisme très conservateur. Oui. Alors là, les bonnets rouges ont un atout formidable. D'abord, rouge, le bonnet rouge, ils ont aussi porté un bonnet bleu, mais voilà, le rouge évidemment est une couleur utilisable, et puis l'idée d'un soulèvement, donc de Bretons qui ne se laissent pas faire, dans les années 70, c'est évidemment une image extrêmement porteuse. Alors, cette image est porteuse et on peut lire dans le Figaro Magazine qui sort ce week-end, donc sous le titre de La Grande Jacquerie, un grand article signé Raphaël Stainville qui raconte et re-raconte cette révolte, entre guillemets, d'aujourd'hui des bonnets rouges et qui donne la parole à certains des leaders de ces manifestations qui protestent contre le gouvernement, l'État jacobin et les Parisiens, par exemple. Donc, c'est le cas de Thierry Méret, le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, de ceux qui disent « trop, c'est trop ». Je n'oserais pas le prononcer en breton parce que je ne sais pas parler le breton. Et puis, par ailleurs, de Yannick Le Bourdonnec, président des dîners celtiques, qui dit « Les Bretons se vivent comme un peuple, une famille. On peut s'engueuler, mais on se retrouve sur l'essentiel quand il s'agit de préserver notre identité ». Voilà un peu le thème, la thématique de ce qu'on entend et de ce qu'on lit dans les journaux à propos de cette révolte des bonnets rouges. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien, Alain ?